On va étudier maintenant des mélanges acide-base. Pour étudier ceci, je vous propose 5 paragraphes. Un premier dans lequel on étudiera un exemple de mélange assez compliqué, de manière à voir que finalement la méthode de la réaction prépondérante permet d'arriver à des choses assez faciles, même quand ça semble compliqué a priori. Ensuite, on passera au paragraphe dosage d'un acide par une base et on verra l'équivalence, avant l'équivalence, après l'équivalence. Ensuite de quoi on passera au dosage, cette fois d'un diacide par une base forte. Là aussi, première équivalence, deuxième équivalence, situation intermédiaire. On finira en faisant 2 petits paragraphes, un sur les solutions tampons et un sur les indicateurs colorés. Donc je vous propose de démarrer par un exemple de mélange assez compliqué. J'ai mis des guillemets à compliqué parce que on va voir que ça se traite assez simplement. Donc, des mélanges assez compliqués, ce seront des mélanges qui contiendront plusieurs acides et plusieurs bases, et donc à ce moment-là, on aura, comme on l'a déjà vu, la nécessité d'une démarche systématique, c'est-à-dire établir la solution initiale équivalente. Je vous ai mis, faites attention à l'existence éventuelle de réactions préliminaires, qui prennent en compte le fait qu'un sel passe en solution intégralement s'il est bien soluble, qu'un acide fort est totalement dissocié, qu'une base forte est totalement protonée, pour prendre des exemples qu'on a déjà rencontrés. On va ensuite, une fois qu'on a cette solution initiale équivalente, tracer l'axe des pKa, que l'on tracera sur la verticale, en soulignant les espèces effectivement introduites, c'est-à-dire ça, c'est une représentation graphique de la solution initiale équivalente. On écrira ensuite la réaction prépondérante, cette réaction prépondérante qui mettra en œuvre l'acide le plus fort, c'est-à-dire l'acide le plus bas sur l'axe des pKa, et avec la base la plus forte, c'est-à-dire la base la plus haute sur ce même axe des pKa. Et à ce moment-là, la réaction prépondérante pourra donner lieu à 2 possibilités. La première, c'est que la réaction prépondérante soit totale. À ce moment-là, on va écrire tout ce qui est consommé, tout ce qui apparaît, et on obtiendra ainsi une nouvelle SIE, c'est-à-dire qu'on refera l'axe des pKa avec les espèces qui résultent de déroulement de cette fameuse réaction prépondérante. Le deuxième, c'est une réaction prépondérante partielle. À ce moment-là, on va chercher l'effet éventuel d'une réaction, de la réaction secondaire principale. Eh bien, je vous propose de considérer, vous voyez, 1 litre de mélange qui contiendrait 0,1 mol d'acide chlorhydrique, HCl, qui est un acide fort, 0,3 mol d'acide éthanoïque, que je vous ai nommé CH3COH et que le plus simplement on écrit sous la forme ACOH, dont le pKa est de 4,7, c'est-à-dire que c'est un acide faible, 0,2 mol de soude, NaOH, c'est-à-dire Na+OH- qui est parfaitement soluble, et 0,1 mol d'ammoniac, NH3, dont le pKa de NH4+, puisque vous savez qu'on ne donne pas les pKb, mais on donne les pKa de l'acide conjugué, et bien le pKa de NH4+, vaut 9,2, c'est-à-dire que NH4+, a un pKa supérieur à celui de ACOH. Et donc, on utilisera ceci. D'abord, on utilisera le fait que NH4+, va se situer plus haut que le couple NH3-NH4+, va se situer plus haut que le couple ACO-ACOH. Alors pour cela, on devra écrire d'abord les réactions préliminaires. Quelles sont-elles? Eh bien, HCl plus H2O donne H3O+, plus Cl-. Vous voyez qu'on avait 0,1 mol par litre d'acide chlorhydrique. Cela revient à dire que on fabriquera 0,1 mol par litre de H3O+, et 0,1 mol par litre de Cl-. De la même manière, NaOH solide, lorsqu'il va passer en solution dans l'eau, va nous donner du Na+, et du OH-, et on a dit qu'on avait mis 0,2 mol de soude dans 1 litre, donc cela revient à dire que la concentration en Na+, est égale à celle en OH-, et elle vaudra 0,2 mol par litre. On a ainsi la solution initiale équivalente
que je vous ai porté donc sur la gauche de la diapo, comme vous le voyez, et dans laquelle vous voyez que j'ai souligné l'eau, bien entendu, le OH- qui est fourni par une des réactions préliminaires, le H3O+, qui est aussi fourni par une des réactions préliminaires, et puis ACOH et NH3 qui sont introduits, et comme ce sont des espèces faibles, je ne les fais pas réagir dans une première étape. Et donc, ainsi, j'ai une SIE qui va me permettre d'écrire la réaction prépondérante. La réaction prépondérante, elle va mettre en œuvre H3O+, acide le plus fort, c'est-à-dire le plus bas, avec OH-, base la plus forte, c'est-à-dire la plus haute. Et donc, cette réaction prépondérante, vous voyez que j'ai mis une réaction totale, puisqu'en fait, c'est 1 sur KE, la constante de cette réaction. Ça vaut 10 puissance 14, on n'a pas d'état d'âme à dire que cette réaction est totale. On met à l'instant initial, on avait 0,1 mol par litre de H3O+, 0,2 mol par litre de OH-. À la fin, le H3O+ a pratiquement disparu et le OH-, il en reste 0,2 moins 0,1, c'est-à-dire 0,1 mol par litre. La réaction étant totale, on va écrire une nouvelle SIE dans laquelle on n'aura plus de H3O+. En revanche, comme on le voit dans le cadre de la REP qu'on vient d'écrire, il reste encore du OH-. Donc la nouvelle réaction prépondérante, comme vous le voyez, ne contient plus de H3O+, il n'est plus souligné puisqu'il a été entièrement consommé par la réaction précédente. Et là, maintenant, la réaction prépondérante, c'est l'acide le plus fort ACOH avec la base la plus forte OH-. Donc, on a cette réaction prépondérante. Dans les conditions initiales, vous vous rappelez, il y avait 0,3 mol de ACOH et il reste, après qu'on ait écrit une première REP, 0,1 mol par litre de OH-. Donc, cela revient à dire que, vous voyez que j'ai écrit une réaction totale. Vous voyez, cela revient à dire qu'il restera 0,2 mol de ACOH et 0,1 mol de ACO-, alors que OH- sera à l'état de trace. J'ai dit que la réaction était totale, pour cela j'ai calculé la constante d'équilibre. La constante d'équilibre, c'est ACO- sur ACOH que multiplie OH-. Vous voyez ce que je fais, une astuce éminemment compliquée, c'est que je multiplie ça par 1, mais un 1 un peu élaboré, c'est-à-dire H3O+ sur H3O+, ce qui revient à dire, vous voyez que j'ai ACO- que multiplie H3O+ sur ACOH, ça me fait le Ka de ACOH, et au dénominateur, j'ai OH- que multiplie H3O+, c'est-à-dire Ke. Vous voyez donc que ceci nous fait 10 puissance moins 4,7 pour le Ka de ACOH, 10 moins 14 pour Ke, ça me fait une constante 10 puissance 9,3. On peut donc sans état d'âme la considérer comme totale. Cette réaction consomme tout le OH- et crée du ACO-. Il faut donc écrire une nouvelle solution initiale équivalente. Je ne vais pas refaire un graphe, mais je vais souligner en bleu les espèces qui restent sur le graphe que j'ai porté d'ores et déjà. Je vais laisser le rouge, mais on ne tiendra plus compte du rouge, on va tenir compte du bleu. J'ai toujours de l'eau, j'ai du ACOH et du ACO-, et j'ai le NH3 qu'on avait introduit au départ. Et donc, la REP va s'écrire ACOH plus NH3 donne ACO- plus NH4+. J'ai encore mis une réaction totale parce que si je calcule la constante, vous voyez que j'ai ACO- que multiplie NH4+, sur ACOH que multiplie NH3. Vous voyez que ACO- que multiplie H3O+, divisé par ACOH, c'est le Ka de ACOH. Et vous voyez que NH4+, sur NH3 que multiplie H3O+, c'est 1 sur Ka de NH4+. Donc cela nous fait 10 puissance moins 4,7 sur 10 puissance moins 9,3. Cela nous fait 10 puissance 4,6. La constante est assez grande pour que la réaction puisse être considérée comme totale. Je mets donc le bilan de matière maintenant.
j'avais 0,2 mol de ACOH, j'ai introduit 0,1 mol de NH3 dans le milieu, et à partir de là, eh bien, je vais fabriquer j'ai déjà du ACO- à la concentration de 0,1 mol par litre, et je n'ai pas de NH4+. Donc ici, je vais écrire que la réaction étant totale, il reste des traces de NH3, mais pour ACOH, j'aurai 0,2 moins 0,1 qui a disparu, qui a été consommé par NH3, il reste 0,1. Pour ACO-, je dirais j'en avais 0,1, j'en rajoute 0,1, il m'en reste 0,2. Et NH4+, je n'en avais pas du tout, donc je n'ai fabriqué 0,1 mol par litre. Et donc, comme ceci, j'ai un état des lieux qui va me permettre d'écrire une nouvelle SIE. Cette nouvelle SIE, je souligne les espèces présentes en vert. Vous voyez que j'ai consommé tout le NH3 et en revanche, il y a du ACOH et du ACO-, du NH4+, et de l'eau. Si on regarde l'acide le plus fort, c'est ACOH. Si on regarde la base la plus forte, c'est ACO-. Donc la réaction prépondérante maintenant va mettre en œuvre ACOH avec ACO-, c'est-à-dire c'est une réaction qui ne va pas modifier le milieu comme vous le voyez. Donc ici, puisque j'ai le milieu qui est fixé par la réaction prépondérante que j'avais mentionnée auparavant, on va regarder les deux possibilités de réaction secondaire principale. La première possibilité, c'est de faire réagir donc le deuxième acide, c'est-à-dire NH4+, avec ACO-, c'est-à-dire la base la plus forte. La constante de cette réaction est facile à calculer, elle vaut 10 puissance moins 4,6. C'est donc une réaction qui se déroule très peu. Et de l'autre côté, j'ai l'acide le plus fort avec la deuxième base, c'est-à-dire avec H2O. Et donc ici, j'ai ACO- plus H3O+. La constante est égale au Ka de ACOH, c'est-à-dire 10 puissance moins 4,7. Vous voyez que les deux réactions secondaires principales possibles ont des valeurs extrêmement voisines, donc on peut choisir indifféremment l'une ou l'autre. Je vous propose de prendre celle qui est un tout petit peu plus petite que la précédente, mais j'aurais obtenu le même résultat avec ACO- plus NH4+. Donc ici, 0,1 - X, 0,2 plus X et X pour H3O+. Ce qui revient à dire que ici, le X, on va pouvoir constater qu'il est petit, puisque en fait, ici, si j'écris la constante de cette réaction, eh bien, je vais arriver en finale, en négligeant X par rapport à 0,1 et par rapport à 0,2, à X égale 1 demi de Ka, c'est-à-dire 1 demi de 10 puissance moins 4,7. Vous voyez bien que cela est largement plus petit que 0,1 ou que 0,2. On va faire ici deux remarques concernant ce résultat. La dernière SIE mettait en œuvre l'acide ACOH et sa base conjuguée ACO-. Et bien dans un tel cas, lorsqu'on arrive à une situation où l'acide le plus fort et la base conjuguée et la base la plus forte sont des espèces conjuguées, on dit que le pH est fixé par le couple en question, donc ici, dans le cas qui nous intéresse, par le couple ACOH-ACO-. Et pour déterminer le pH de cette solution, eh bien on va utiliser le Ka de ACOH. Ka de ACOH, je l'ai écrit d'une manière tout à fait générale. Je vais le réécrire sous la forme H3O+ égale Ka que multiplie ACOH sur ACO-. Je passe au log, ça me fait pH égale pKa moins log de ACOH sur ACO-. Et donc ACOH et ACO- sont les valeurs des concentrations, sont celles données par la dernière réaction prépondérante, c'est-à-dire 0,1 pour ACOH et 0,2 pour ACO-, ce qui revient à dire que à ce moment-là, vous voyez, je vais avoir le résultat que j'ai écrit en écrivant la RSP va être confirmé dans ce cas, c'est-à-dire que ce que je vous ai dit, l'effet de la RSP est négligeable, donc c'est tout à fait cohérent.
On va maintenant passer au dosage d'un acide par une base. En réalité, le phénomène dosage nous intéresse bien sûr, mais c'est surtout l'occasion de balayer toutes les situations possibles du mélange d'un acide avec une base, selon l'abondance et la force relative des deux espèces. Donc je vais faire acide fort, base forte, acide faible, base forte, et ainsi de suite. Vous verrez les paragraphes petit à petit. Pour avoir quelque chose qui soit constant, on dit qu'on aura un volume de base VB fixe, c'est-à-dire que le volume initial de base introduit, il est donné. La concentration CB de cette base est aussi constante, et en réalité, ce que l'on aura, c'est le volume VA d'acide qui sera variable, mais la concentration CA de la solution d'acide que je rajoute sera fixe également. À partir de là, on aura plusieurs situations possibles. Si VA égale 0, ça veut dire que la base est seule dans le milieu. Si VA est tel que CBVB soit supérieur à CAVA, ça veut dire que la base est en excès. On est bien d'accord que la quantité de base nous est donnée par la concentration de base multipliée par le volume de la solution de base qu'on a pris. Ça, c'est la quantité de base, CBVB, et CAVA, c'est la quantité d'acide, c'est-à-dire la concentration de l'acide multipliée par le volume de l'acide. Quand VA égale VE, alors j'ai mis VE pour volume équivalent, et bien ça c'est quand CAVA égale CBVB. On a la même quantité d'acide et de base lorsqu'on arrive au volume équivalent. Ensuite, on aura VA tel que CAVA soit supérieur à CBVB. À ce moment-là, ça veut dire que l'acide est en excès par rapport à la base. Je vous rappelle, même si je vous en ai parlé un petit peu avant, que la quantité d'acide présente dans la solution nous est donnée par Na, nombre de moles d'acide, égale CaVa, et de même la quantité de base présente, que j'appellerai Nb, est égale à CbVb. Et les concentrations dans le mélange seront pour l'acide C'A égale Na dans les conditions considérées divisé par Va plus Vb, et ce sera également égal à CaVa sur Va plus Vb. De la même manière pour la base, C'B, la concentration de la base, ce sera CbVb divisé par Va plus Vb. Ici, je vais prendre donc dans un premier cas, H, l'acide et la base sont deux espèces fortes. Toutes les deux vont donc donner lieu à une réaction préliminaire totale. Je mets ces deux réactions en parallèle, vous voyez, AH donne A- plus H3+, et B donne BH+, plus OH-. Et donc, la première Na égale CaVa représente en réalité la quantité de H3+, présente dans la SiE, et CbVb représente en fait la quantité de OH- présente dans cette même SiE. Donc si Va égale 0, on étudie le pH d'une solution de base forte, on va dire que OH-, concentration en OH- égale NB sur Va plus Vb, ce que je vous avais dit, mais en fait, comme Va est égal à 0, ça revient à dire que ce sera NB sur Vb, ou encore, je remplace NB par CbVb, vous voyez, CbVb divisé par Vb, cela nous fait Cb, et donc à ce moment-là, H3O+ égale Ke sur OH-, et donc pH égale 14 plus log de Cb, c'est-à-dire plus log de OH-, log de Cb. Si Va différent de 0, on va avoir la SiE que je vous ai posée ici, dans laquelle on a du H3O+, du OH-, et de l'eau, bien entendu, puisque l'eau est le solvant. La RP, bien entendu, c'est une réaction totale. H3O+, plus OH- donne 2H2O, réaction totale, vu la constante qu'on a déjà eu l'occasion de rencontrer. Au départ, j'ai Na et Nb de H3O+, et de OH-. Si je me place maintenant, bien entendu, le T final va dépendre des valeurs relatives de Na et de Nb.
Alors, comme vous le voyez, je vous l'ai mis en rouge pour que vous ne le loupiez pas, on va raisonner sur des quantités, puisque, en fait, comme VA varie, ça veut dire que le volume total varie, et la concentration va varier pour plusieurs raisons, à cause de la réaction, bien entendu, mais aussi à cause de la variation de volume. Et donc, pour éviter d'avoir deux phénomènes en même temps, j'ai décidé que pendant le dosage, j'allais raisonner en quantité de H3O+, et de OH-, et d'une manière générale en quantité d'espèces acides ou basiques. Donc ici, j'ai écrit H3O+, et OH-, 2H2O, donc réaction totale. À T initial, je vais avoir NA et NB, et à la fin, il me restera des traces de H3O+, et une quantité NB moins NA de OH-, si NB est plus grand que NA, ce qui revient à dire que OH-, la concentration en OH-, ce sera NB moins NA sur VA plus VB, ou encore, si je remplace NB et NA par CBVB et CAVA, OH-, concentration en OH- égale CBVB moins CAVA sur VA plus VB. Et donc, lorsque je vais écrire le pH, eh bien, j'aurai pH égale 14 plus log de CBVB moins CAVA divisé par VA plus VB. Si maintenant je me place dans la situation où je suis à l'équivalence, c'est-à-dire que j'ai NA égale NB, alors H3O+ et OH- disparaissent simultanément. Vous voyez, j'ai mis qu'il en reste un epsilon. J'aurais pu écrire qu'il en restait des traces. Epsilon représente en général, pour les matheux, une quantité très petite. Donc ici, trace ou epsilon, cela a la même signification. À ce moment-là, cela revient à dire que j'ai H3O+ égale OH- égale epsilon. Et comme je sais que dans l'eau, j'ai le produit H3O+ que multiplie OH- égale 10 puissance moins 14, ça veut dire que H3O+ égale OH- égale 10 puissance moins 7 mol par litre, et donc le pH est égal à 7. Si en revanche, maintenant, je me situe avec un excès d'acide, à ce moment-là, vous voyez, NA supérieur à NB, alors il va rester à la fin du H3O+, alors que le NB aura, que le OH- aura pratiquement disparu. Et donc, cela revient à dire que H3O+ en concentration égale NA moins NB divisé par le volume total, c'est-à-dire VA plus VB, et donc pH égale moins log de, alors NA moins NB divisé par VA plus VB, et bien entendu, je peux mettre au lieu de NA et NB, CAVA et CBVB. Alors cette fois, si on fait un dosage d'un acide fort par une base forte, on a dans la partie très acide ou très basique quelque chose de plat, et dans la partie où on s'approche de l'équivalence, eh bien on va avoir quelque chose de pratiquement vertical. Ce que je vous ai mis là, l'allure d'une courbe pH égale F de A, F de VA va être très tranchée. Une zone plate, une descente presque verticale, et de nouveau une zone plate. Maintenant, je vais passer au cas où AH est un acide fort et B est une base faible. Bien entendu, si B est une base faible, il faut que l'on donne le Ka de BH+, puisque dans les calculs, on aura besoin de ce Ka de BH+. Donc, si VA égale 0, on dit que la base faible est seule en solution, et on a vu dans le chapitre précédent comment on peut calculer le pH d'une solution de base en fonction de sa force et de sa concentration. Je n'y reviens donc pas. Si en revanche VA est différent de 0, AH est intégralement transformé en H3O+ dans la réaction préliminaire et B est utilisé tel quel dans la solution initiale équivalente. Donc j'ai mis H3O+, puisque AH n'existe pas, se transforme quantitativement en H3O+. J'ai souligné en vert les espèces présentes. Vous voyez que la SIE, que la RP, ça va être H3O+, plus B, comme ceci.
Et je vous ai mis que c'était une réaction pratiquement totale, puisque K, qui est égal à BH plus sur H3O plus que multiplie B, est égal à 1 sur K de BH plus. Donc c'est une constante suffisamment grande en général pour que la réaction puisse être considérée comme totale. Donc puisqu'on a plus de B que de A, à la fin il va rester un epsilon de H3O plus et NB moins NA de B. Et bien entendu, il se sera formé NA mol de BH+. Ce qui revient à dire que dans le milieu ainsi formé, on voit ce que je vous ai regardé un petit peu. Là, je fais apparaître, je souligne en noir ce qui existe maintenant. On a toujours l'eau, mais on a du B et du BH+. Et donc, à ce moment-là, on dit que c'est le couple BH plus B qui va fixer le pH de la solution. Et donc, pour l'établir, on va utiliser le Ka de BH+, comme ceci, et le Ka de BH+, qui nous donne donc, comme vous le voyez, H3O+, que multiplie CbVb moins CaVa sur CaVa. Et donc, cela revient à dire que j'aurai pH égale pKa de BH+, plus log de CbVb moins CaVa sur CaVa. Vous voyez que le 10 qui apparaît là, ça n'est pas un exposant de CaVa, mais c'est le numéro de la diapositive. On va maintenant continuer, mais cette fois-ci, on va se situer à l'équivalence, c'est-à-dire que on a Na égale Nb, et donc je vous ai écrit pour BH+, je vous ai écrit Na, vous pourriez tout aussi bien écrire Nb puisque ces deux valeurs sont égales. Donc à ce moment-là, on est alors en présence d'une solution d'acide faible BH+, à la concentration BH+, égale CaVa, quantité introduite, divisé par le volume de la solution, Va plus Vb, et on a vu lors du chapitre précédent comment on calcule le pH d'une solution d'acide faible. Je ne vais donc pas y revenir. Je vais maintenant passer au cas où c'est l'acide qui est en excès. À ce moment-là, vous voyez que lorsque la réaction est terminée, on a Na moins Nb mol de H3O+, des traces de B et Nb mol de BH+. Ici, ce que l'on peut dire, c'est qu'on a donc un acide fort, H3O+, un acide faible, BH+. Cela signifie que je vais pouvoir négliger la contribution de l'acide faible au pH de la solution et donc écrire tout simplement que H3O+ égale quantité de concentration H3O+ égale quantité de H3O+, c'est-à-dire Na moins Nb, divisé par volume de la solution, c'est-à-dire Va plus Vb, ou encore CaVa moins CbVb sur Va plus Vb. Et pH égale donc moins log de CaVa moins CbVb sur Va plus Vb. Cette fois-ci, on va avoir une courbe qui donne l'évolution du pH avec Va, plus aplatie dans la partie basique, mais en revanche, qui va être analogue à celle qu'on avait vue précédemment pour un acide fort et une base forte, dans la partie acide. Dans la partie acide, on aura une partie presque verticale et ensuite une partie presque plate. Maintenant, bien, je vais faire l'inverse. AH est un acide faible et B une base forte. Dans ce cas-là, si Va égale 0, on n'a que de la base forte, c'est-à-dire OH-, à la concentration Cb. OH- égale, concentration en OH- égale Cb, et donc pH égale 14 plus log de Cb. Ensuite, quand Va est différent de 0, on va avoir la SIE suivante. Vous voyez que la base forte, c'est toujours la base la plus forte, c'est toujours OH-, et que AH va être l'acide le plus fort, c'est-à-dire le plus bas dans cette solution. Et donc la RP, sans problème, c'est AH plus OH- donne A- plus H2O. Je vous ai mis une réaction totale parce que
comme vous le voyez, la constante, on peut l'exprimer, même petite astuce que tout à l'heure, je multiplie en haut et en bas par H3 au plus, et cela me fait apparaître Ka de H sur Ke. Ke, c'est 10 puissance moins 14, donc vous voyez, si on divise par 10 puissance moins 14, on va avoir quelque chose de très grand. Mais à ce moment-là, eh bien, au départ, je mets Na, Nb pour AH et OH- en quantité. À la fin, puisque l'acide est un défaut, j'ai Nb plus grand que Na, j'aurai des traces de AH, la quantité Nb moins Na de OH- et la quantité Na de A-. J'ai donc dans le milieu un acide, une base forte, OH-, et une base faible. L'effet de la base faible sera négligeable sur le pH de cette solution. OH- égale, concentration en OH- égale Nb moins Na divisé par Va plus Vb, et pH égale 14 plus log de Nb moins Na, que j'ai mis sous la forme CbVb moins CaVa, divisé par Va plus Vb. Et j'aurais dû mettre un crochet à la fin de cette ligne, parce que j'ai ouvert le crochet après le log, et je ne l'ai pas refermé. J'espère que cela ne vous perturbera pas de trop. Maintenant, je vais me placer dans la situation suivante, c'est-à-dire que maintenant, je me place à l'équivalence, c'est-à-dire quand Na égale Nb. À ce moment-là, vous voyez que dans le milieu, nous avons la base faible A-, qui est à la concentration Na sur Va plus Vb, ou si vous préférez, CaVa divisé par Va plus Vb. Et donc, le pH d'une telle base, on a vu dans le chapitre précédent comment on pouvait faire ce calcul. Je vais ensuite passer à la dernière situation qui nous intéresse, c'est-à-dire que cette fois, j'ai Na plus grand que Nb. À ce moment-là, vous voyez qu'il reste du AH, qu'il n'y a pratiquement plus de OH-, il est présent à l'état de trace, le OH-, et que A- est à la quantité Nb, ce qui revient à dire que maintenant, dans le milieu, j'ai du AH et du A-, AH acide le plus fort, A- base la plus forte, et donc on dit que c'est le couple AH-A- qui fixe le pH de cette solution. Je réécris la constante d'acidité de H, puisqu'elle fait apparaître à la fois A- et H, et donc c'est tout à fait intéressant. Je remplace donc A-, comme vous le voyez, par Nb. Normalement, j'aurais dû le remplacer par Nb divisé par Va plus Vb, mais pour AH, j'aurais dû mettre Na moins Nb divisé par Va plus Vb. Donc vous voyez que le divisé par Va plus Vb au numérateur et au dénominateur, ça va se simplifier. J'ai donc H3 au plus, j'ai donc K de H égale H3 au plus que multiplie CbVb divisé par CaVa moins CbVb, et donc pH égale pKa de H plus log de CbVb divisé par CaVa moins CbVb. Cette fois-ci, la courbe pH égale F de Va va être très tranchée dans la partie basique, cette fois-ci, puisque je vais avoir quelque chose pratiquement vertical dans les fortes valeurs du pH, quelque chose presque vertical quand on va aller vers le point équivalent, et en revanche, après le point équivalent, dans la partie acide, ce sera plus arrondi, beaucoup moins... beaucoup plus nuancé que ça ne l'était dans la partie haute. Maintenant, je vais prendre le cas où AH et B sont faibles. Dans ce cas, il n'y a pas de réaction préliminaire, mais on va voir qu'on doit considérer deux SIE possibles. Je vous propose de regarder cette SIE. Vous voyez que dans la SIE que je vous mentionne maintenant, AH est plus bas que B, ce qui revient à dire que le pKa de AH est plus petit que le pKa de BH+, en d'autres termes, que le Ka de AH est plus grand que le Ka de BH+, ou si vous préférez, que l'acide AH est plus fort que l'acide BH+. À ce moment-là, la question que l'on peut se poser, c'est
la réaction prépondérante, et vous voyez que je n'ai pas mis de flèche ou de signe égal, mais j'ai mis un point d'interrogation parce que pour déterminer si je mets une flèche ou un signe égal, eh bien, je dois déterminer la constante. Vous voyez que si je détermine la constante, encore une fois, la petite astuce traditionnelle de multiplier par H3 au plus en haut et en bas, ça me fait K de AH sur K de BH+, et vous voyez que cette constante peut être grande, car K de AH est supérieur à K de BH+. Donc quand je vais diviser l'un par l'autre, comme je l'ai fait, eh bien je vais obtenir quelque chose qui peut être éventuellement grand. Et si c'est assez grand, la réaction est totale, ce qui signifie qu'on peut faire le dosage. En revanche, si je fais l'inverse, c'est-à-dire que je mets le couple AH- au-dessus du couple BH plus B, alors la réaction, on aura la même réaction prépondérante, l'acide le plus bas c'est AH, la base la plus haute c'est B, donc la même réaction AH plus B, mais cette fois-ci, l'expression de K qui est égale à K de H sur K de BH+, va être petit, puisque vous le voyez, le K de H est supérieur à celui de BH+, pour le raisonnement strictement symétrique de celui que je vous ai proposé précédemment. Et dans ce cas, eh bien, on aura, quelles que soient les quantités de AH et de B, NA et NB, donc au départ, on aura NA moins Y pour AH, NB moins Y pour B, et A- et BH+, à une quantité Y. Donc ici, quand je vais écrire ceci, normalement, je devrais passer aux concentrations, ne pas rester aux quantités, mais vous voyez que cela n'a à peu près aucune importance puisque il y a deux concentrations en haut, deux concentrations en bas. La division par VA plus VB de tous les termes va finir par se simplifier. Et donc ici, j'ai une équation du second degré en Y. On sait résoudre une équation du second degré. Et donc, une fois que j'ai résolu, je connais donc Y, ce qui revient à dire que je connaîtrai la concentration en AH et la concentration en A-. Et donc, quand je mettrai ces concentrations dans le cas de AH, eh bien, je tomberai sur quelque chose qui me permettra de déterminer le pH. Vous posez la question pourquoi j'ai choisi AH. Eh bien, je réponds tout simplement que je peux aussi bien choisir BH+. Et donc, comme je connais Y, je connais la concentration en B, ou la quantité de B, si vous préférez, NB moins Y. Je connais la quantité de BH+, qui est Y, et donc je vais pouvoir utiliser le K de BH+, et pour faire apparaître le pH, comme on a déjà eu l'occasion de le mentionner quand on a vu les situations où c'est un couple qui fixe le pH de la solution. Maintenant, on va traiter le cas ou la situation, si vous voulez, pour éviter des confusions, la situation où la constante K est grande. Si VA égale 0, on a une solution de base faible avec sa concentration qui est égale à CB. On sait faire ce calcul, je ne vais pas y revenir, on n'a pas de raison de multiplier les exemples, les calculs de ce type à l'infini. Si VA est différent de 0, alors on a la solution initiale équivalente que je vous propose ici, avec comme réaction prépondérante, bien entendu, AH plus B, avec une réaction totale. On est bien d'accord puisque AH et le couple AH- est au-dessous du couple BH plus B, ce qui revient à dire que K de AH est plus grand que le K de BH+. Donc à ce moment-là, qui dit réaction totale dit que si je mets plus de base, si NB est plus grand que NA, alors il me restera des traces de H, mais il me restera une quantité de B égale à NB moins NA et une quantité de BH plus égale à NA. Vous voyez qu'à ce moment-là, on n'a plus d'acide AH. Donc, puisqu'on n'a plus l'acide AH, eh bien, c'est le couple BH plus B qui va fixer le pH. Et donc, je vais pouvoir écrire
K de BH+, qui est égal donc à BH3O+, divisé par BH+. Je remplace B et BH+, encore une fois, en sachant que j'ai simplifié par le volume NB et NA, et donc j'arrive à H3O+, que multiplie CBVB sur CAVA, ce qui revient à dire, une fois que j'ai réarrangé tout ça, pH égale pKa de BH+, plus log de CBVB sur CAVA. Je vais maintenant me situer au volume équivalent, c'est-à-dire NA égale NB. À ce moment-là, j'ai donc le AH et B qui ont pratiquement disparu, et A- et BH+, qui restent. Donc il n'y a plus de couple qui soit présent de façon significative dans ces deux formes. Le couple AH A- est surtout présent sous sa forme basique, le couple BH plus B est surtout présent sous sa forme acide, et donc à ce moment-là, il existe une astuce, je vous le dis clairement, c'est une astuce. J'ai K de BH, je vais faire K de BH plus que multiplie K de H, qui va me faire donc A- H3O plus sur AH que multiplie B H3O plus sur BH plus. Vous voyez que ici, je constate que A- est égal à BH+, donc je peux simplifier l'un par l'autre, et que B est égal à H. Je peux également les simplifier, et donc il me reste, pour le produit K de BH+, que multiplie K de H, il me reste H3O+, au carré, ce qui revient à dire que H3O+, égale racine carrée de K de BH+, que multiplie K de H, ou encore pH égale 1/2 de pK de BH+, plus pK de H. Enfin, quand j'aurai passé l'équivalence, c'est-à-dire que j'aurai plus de AH que de B, eh bien, il me restera du AH, il n'y aura plus de B, il y aura du A- et du BH+. À ce moment-là, on va dire que le couple AH-A- présente les deux espèces. L'acide le plus fort, c'est toujours AH. La base la plus forte maintenant, c'est A-, et c'est donc le couple AH-A- qui va fixer le pH avec la relation que vous connaissez depuis un moment. J'y passe rapidement dessus. Vous voyez que je vais arriver à pH égale pKa de H moins log de CAVA moins CBVB sur CBVB. Et donc, la courbe qui donne l'évolution du pH en fonction de VA va être très aplatie, elle ne va pas être aussi tranchée qu'elle l'était ni de côté de la forme acide, ni du côté de la forme basique. Ça va être une courbe, alors j'ai mis aplatie, mais on pourrait également dire arrondie, une courbe où les évolutions se font tout en douceur. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est un paragraphe qui s'appelle « Dosage d'un diacide par une base forte ». Alors, je vous propose de se placer dans le cas où les deux acidités sont bien séparées. Je vous propose pKa2 moins pKa1, il manque le 1, supérieur ou égal à 4, et que les deux acidités sont faibles. En pratique, on aura Ca, Va et Cb qui sont constantes, et Vb sera la grandeur variable. Donc la quantité Na égale CaVa va être fixe, et la quantité Nb égale CbVb va être variable. La solution de base forte va donner lieu à la réaction préliminaire. B plus H2O donne BH plus OH-, qui transforme intégralement B en OH-. BH+, étant une espèce inerte, on ne va pas la mentionner dans le dosage. Et donc, comme je vous l'ai dit, Na égale CaVa, Nb égale CbVb, et donc on va distinguer, comme on l'a fait précédemment, plusieurs situations en fonction du volume Vb. D'abord, Vb égale 0, ensuite on verra Vb tel que Na soit supérieur à Nb, Vb tel que Na égale Nb, qu'on appellera la première équivalence, Vb tel que Nb compris entre Na et 2Na,
VB tel que 2NA égale NB, ce sera la deuxième équivalence, et VB tel que NB supérieur à 2NA. On aura donc 6 situations à étudier. On va les attaquer les unes après les autres. VB égale 0, on dit qu'il n'y a que le diacide dans le milieu et sa deuxième acidité est négligeable. On peut donc considérer que cette solution va avoir un comportement comparable à celle d'un monoacide faible dont on connaît la concentration, Ca, et le pKa1, pKa de l'acide, la première acidité du diacide. Et donc ça, on sait en calculer le pH. Deuxièmement, on va se placer à VB, tel que Na supérieur à NB. À ce moment-là, on a la SIE que je vous propose ici. Et donc la RP, c'est OH- qui réagit avec AH2, comme ceci, AH2 plus OH-. Vous voyez que Na est plus grand que NB, et donc j'ai mis une réaction totale parce que en fait on a une base forte, et donc ayant une base forte, la constante de la réaction va être grande. Donc ici je me suis placé dans le cas Na plus grand que NB, c'est-à-dire que quand on sera à l'équilibre, il restera du AH2, il n'y aura plus de OH-, mais il y aura du AH. Et donc à ce moment-là, s'il n'y a plus de OH-, mais qu'il y a du AH-, eh bien, vous voyez que le mélange, la réaction donc préliminaire va être la solution initiale équivalente correspondante, ça va être H2O présent, AH2 présent, AH- présent, que je peux mettre du côté des acides et du côté des bases, et H2O du côté de la base présent. Mais donc, à ce moment-là, la réaction, on dit que la réaction, le pH de la solution est fixé par le couple AH2A-, comme ceci. Et donc, on l'a vu précédemment, pH égale pKa de AH2 moins log de Na-NB sur NB, comme ceci. Maintenant, VB tel que Na égale NB, c'est ce qu'on appelle la première équivalence. À ce moment-là, que se passe-t-il? Eh bien, AH2 et OH- disparaissent tous les deux, et on fabrique du AH- en quantité NB ou Na, puisque les deux valeurs sont égales. Et donc, en fait, ce que l'on dit, c'est que AH-, c'est la seule espèce active présente dans ce milieu. Or, on sait que AH-, c'est un ampholyte. Et donc, pour déterminer le pH d'une solution d'ampholyte, eh bien, on peut écrire la solution initiale équivalente. Vous voyez qu'à ce moment-là, l'acide le plus fort, le plus bas, donc c'est AH-. La base la plus forte, c'est-à-dire la plus haute, c'est AH-, et donc on peut écrire la constante 2AH- en équilibre avec A2- plus AH2. Vous voyez que cette fois-ci, je dis que c'est une réaction équilibrée parce que la constante de la réaction entre ces deux acides va être petite puisque l'acide est plus haut que la base, et donc dans ce cas-là, on a une constante petite, donc une réaction équilibrée. Et donc ici, vous voyez, j'ai mis C', en réalité, j'aurais pu mettre Na, Na en quantité. Bon, j'ai mis C', c'est-à-dire que j'ai mis Na sur Va plus Vb. Et donc, à l'équilibre, je vais avoir C', moins 2x, x et x. Et quand je calcule la constante, donc vous voyez qu'elle est égale à Ka2 sur Ka1, vous voyez que le A2- et le AH2, le A2- et le AH2 vont avoir disparu, et que en fait ici, je vais avoir, le A2- et le AH2 sont tous les deux égaux à x, ce qui me fait x au carré. AH- c'est C moins 2x, comme ceci, et donc C'- moins x
moins 2x au carré, pardon, c'est pas moins x, mais c'est moins 2x au carré. Et donc, à partir de cette équation corrigée, donc, dans la parenthèse du bas, vous mettrez C' A moins 2x, on peut calculer x. Alors, ce x ne va pas nous donner le pH, mais va nous permettre de poser clairement que la concentration en A2- est égale à la concentration en AH2. Donc, dans l'expression de K qui est égale à Ka1 sur Ka2, vous voyez, ou plutôt, ce que je vous propose, c'est de faire Ka1 que multiplie Ka2 égale H- que multiplie H3 au plus sur AH2 et que multiplie A2- que multiplie H3 au plus sur AH-. Vous voyez ce que j'ai fait, c'est que j'ai réarrangé un petit peu ces termes et donc le H-, je l'ai mis en haut et en bas dans la première fraction, ce qui fait qu'on peut le simplifier. Et puis A2- et AH2, je les ai mis dans la deuxième fraction, en haut et en bas. On peut donc également les simplifier. Et vous voyez donc qu'il nous reste Ka1 que multiplie Ka2 égale H3 au plus au carré. Et donc, ce qui nous donne pH égale 1/2 de pKa1 plus pKa2. On peut donc constater que cette formule, pour être valable, on doit vérifier que effectivement x est petit devant C', devant C'A, ce qui est la plupart du temps le cas. On va maintenant prendre VB tel que NB soit compris entre NA et 2NA. Eh bien ici, on va commencer par dire la première réaction, c'est celle-là, elle consomme tout le H2 et il nous reste du OH- et on a du AH-, mais il nous reste du OH-, ce qui veut dire que maintenant, le OH-, je vais pouvoir le faire réagir avec l'acide le plus fort présent dans la SiE, c'est-à-dire AH-, comme ceci. Réaction totale, vous voyez que AH- c'était Na, OH- c'est NB moins Na, A2- c'est 0, et donc ici, je vais avoir à la fin de la réaction epsilon, des traces de OH-. En revanche, j'aurai Na moins, entre parenthèses NB moins Na, c'est-à-dire 2Na moins NB pour AH-, et NB moins Na pour A2-. Et donc ici, on dit que ce sont les espèces AH- et A2- qui fixent le pH de la solution. Encore une fois, bon, je pense que vous commencez à comprendre la démarche. Je vais arriver à pH égale pKa de H moins log de AH- sur A2-. Et donc AH-, vous voyez que c'est 2Na moins NB divisé par Va plus Vb, et que A2- c'est NB moins Na divisé par Va plus Vb, et donc les Va plus Vb se simplifient, et je suis donc rendu à la formule pH égale pKa moins log de 2Na moins NB divisé par NB moins Na. Et ici, bien entendu, j'ai pris l'exemple où la réaction est totale, mais bien entendu, il est possible que la réaction AH- plus OH- donne A2- plus H2O. Il apparaisse que la constante d'acidité de AH- est tellement petite que on ne peut pas considérer que Ka2 sur Ke soit assez grand pour que la réaction soit totale. Ça se vérifiera au cas par cas. Si ça n'est pas le cas, bien entendu, on n'écrit pas une réaction totale, mais on écrit un équilibre et on utilise des X pour arriver à déterminer les concentrations de chaque espèce et en particulier, bien entendu, le OH-. Maintenant, VB tel que NB soit égal à 2Na, c'est-à-dire qu'on soit à la deuxième équivalence. Là, maintenant, première étape, vous l'avez vu comme ceci. Deuxième étape, on a Na et NB moins Na pour les concentrations en AH-, pour les quantités de AH- et de OH-. Et à la fin, on a un epsilon pour AH- et pour OH-, et on a
Na comme quantité pour A2-. Ici, maintenant, c'est l'espèce A2- qui est seule dans le milieu. C'est une base faible à la concentration C'B égale Na divisé par Va plus Vb. On peut écrire la réaction de cette base comme ceci. Je mets X pour l'avancement par unité de volume, donc X est en mol par litre. Et donc, à partir de cette réaction, du Kb de A2-, je vais donc pouvoir déterminer X, c'est-à-dire OH-, et une fois que j'ai le OH-, je n'ai aucune difficulté pour déterminer le pH. Enfin, dernière situation, Vb tel que Nb soit supérieur à 2Na. À ce moment-là, eh bien, première réaction, on consomme tout le AH2. Deuxième réaction, on consomme tout le AH-, et il nous reste la quantité Nb-2Na mol pour OH-. Et donc, pour avoir, donc dans ce milieu, on dit qu'on a du OH- et du A2-. A2- est en général une base assez faible pour avoir un effet négligeable par rapport à OH-. Et donc, ici, on a la concentration en OH- égale Nb-2Na divisé par Va plus Vb. Et donc, ceci nous permet de déterminer le pH de cette solution. pH égale 14 plus log de, comme vous le voyez, je ne vais pas répéter les expressions, vous les avez sous les yeux. On va maintenant s'intéresser à un phénomène un peu particulier, ce sont les solutions tampons. Alors, qu'est-ce qu'une solution tampon? Eh bien, c'est une solution dont le pH va peu varier sous le double effet de la dilution, c'est-à-dire on a une solution tampon, si on la dilue, le pH variera peu, et si on rajoute une quantité même significative d'acide ou de base, le pH variera également peu. Alors, avant d'aller plus loin, on va distinguer deux types de tampons. D'un côté, on a ce qu'on appelle les tampons particuliers. Les tampons particuliers sont des tampons qui seront peu sensibles à l'un ou l'autre des deux paramètres évoqués. Par exemple, ils peuvent être très peu sensibles à la dilution, mais en revanche très sensibles à l'addition d'une quantité quelconque d'acide ou de base, ou au contraire être très peu sensibles à l'addition d'une quantité d'acide ou de base, mais être très sensibles à la dilution. Eh bien, je vous propose de commencer par les tampons à la dilution. En fait, ces solutions vont voir leur pH très peu varier sous l'effet de la dilution. Par exemple, on a vu les solutions d'ampholyte. Vous vous souvenez, AH-, on a dit que pour AH-, une solution de AH-, qui est l'acide conjugué de A2- et la base conjuguée de AH2, eh bien, le pH ne dépend pas de la concentration. On a pH égale 1,5 de pKa1 plus pKa2. Donc, si on dilue, eh bien, on ne va pas modifier le pH. Mais en revanche, l'addition d'un peu d'acide ou d'un peu de base va faire fortement varier le pH. De l'autre côté, les tampons acides ou basiques, ceux-là sont des solutions généralement d'acide fort ou de base forte. C'est ce qu'on a vu dans les courbes de neutralisation acide fort, base forte. On a une partie presque plate lorsque la base est en fort excès. On a une partie presque plate quand l'acide est en fort excès. Et bien là, si on rajoute un peu d'acide ou un peu de base, on va voir le pH très peu varié, puisqu'on est sur une zone plate en ce qui concerne les variations du pH en fonction de la quantité d'acide ou de base rajoutée. Mais en revanche, si on dilue, à ce moment-là, le pH va pouvoir varier de façon significative. Si par exemple, on dilue 10 fois une solution d'acide très fort, eh bien le pH va varier d'une unité. Alors ici, j'attire votre attention que c'est une dilution par 10 et pas une dilution par 10 puissance 23. 23, c'est le numéro de la diapo. C'est donc bien une dilution par 10. Maintenant, on va passer au tampon vrai. Vous voyez que vous avez le numéro 24 en bas.
qui n'a aucune signification autre que de dire qu'on est à la 24e diapo. On va maintenant passer donc aux tampons vrais. Les tampons vrais, on va commencer par les décrire, bien entendu. Eh bien, ce que je vous dis, c'est que pour obtenir une solution tampon vraie, il va falloir mélanger un acide faible et sa base conjuguée. Je vous ai pris ici l'exemple tout à fait original de AH et de A-. Eh bien, le pH d'un tel mélange en solution dans l'eau est donné par pH égale pKa de AH moins log de AH sur A-. Vous voyez bien que pH égale pKa si AH égale A-. Donc, effectivement, le meilleur tampon sera quand AH égale A-. Maintenant, première remarque, c'est que si je dilue X fois la solution, eh bien vous voyez que je vais avoir le même effet de dilution pour AH et pour A-. La concentration en AH et celle de A- seront divisées par 10 toutes les deux. Et donc le rapport AH sur A- ne va pas varier. On peut dire que diluer une solution tampon de ce type ne fait pas varier le pH de façon significative, puisque le rapport, ce qui fixe le pH, c'est le rapport des concentrations de AH et de A-, et comme on fait évoluer les deux dans le même sens et de la même grandeur, eh bien, on ne fait pas varier le pH. Si on a une concentration initiale C pour AH et C' pour A-, on va avoir le pH de la solution égale pKa de AH moins log de C sur C'. Alors, l'addition d'un acide fort H3O+, à ce mélange provoquera la réaction totale qui consomme du H3O+, et du A-, qui consomme le H3O+ introduit et du A- et qui transforme ce A- en AH. Avec ceci, et donc epsilon pour H3O+, C' moins A pour A-, C plus A pour AH. Et donc pH égale pKa moins log de pKa de H moins log de C plus A sur C' moins A. De même, l'addition de la base OH-, base forte, provoque cette réaction, et vous voyez que tout le OH- va être consommé, et le pH, qui va passer de pKa de H moins log de C sur C', va passer à pKa de H moins log de C moins B sur C' plus B. On voit que la connaissance de A de B permet de prévoir l'évolution du pH de la solution. Et donc, on va pouvoir définir l'effet tampon par la relation mathématiquement, très strictement, c'est bêta égale dc, variation infinitésimale de concentration, divisé par la variation infinitésimale du pH qu'elle provoque. Donc dc, c'est une concentration très petite, d de pH, c'est une variation de pH très petite, en valeur absolue. C'est vrai que le pH peut augmenter ou diminuer. Il va augmenter si on rajoute de la base, il va diminuer si on rajoute de l'acide, et donc c'est la valeur absolue de la variation infinitésimale du pH qui sera provoquée. Dans la pratique, nous, on préfère utiliser bêta égale delta C sur delta de pH. Delta C, c'est une grandeur finie, petite mais finie, connue, et delta de pH, bien entendu, sera aussi une grandeur connue. Et donc, en choisissant une valeur faible, donc 0,2 ou 0,3 positive ou négative pour la variation du pH, et en mesurant le delta C à rajouter pour provoquer cette variation. Donc, de base pour un delta pH positif et acide pour un delta pH négatif. Je vous propose un exemple de calcul parce que tout ça, ça me semble rester un peu virtuel. On va voir l'effet que produit l'addition de 10-3 mol par litre d'acide fort, H3O+, dans un litre d'eau pure, puis dans un litre de mélange de ACOH et de ACO-. ACOH, c'est l'acide éthanoïque, son pKa, c'est 4,7 et il est à 0,1 mol par litre. Dans l'eau pure, le pH initial est de 7,
on connaît le pH de l'eau pure, et si on rajoute 10-3 mol de H3O+, eh bien on crée en réalité 10-3 mol par litre de H3O+. Eh bien ceci donc fait que le pH va être de 3. H3O+, 10-3 mol par litre, pH égale 3, c'est immédiat. Donc ça veut dire que rajouter 10-3 mol par litre d'acide fort dans une solution dans de l'eau pure, ça fait varier le pH de 4 unités. On passe de 7 à 3, donc 4 unités à la baisse. Maintenant, je vais faire la même chose, c'est-à-dire rajouter 10-3 mol de H3O+, dans 1 litre de solution qui contient 0,1 mol par litre de ACOH et 0,1 mol par litre de ACO-. Le pH initial est donné par 4,7 moins log de 0,1 sur 0,1, c'est-à-dire moins 0, égale 4,7. L'addition de 10-3 mol par litre de H3O+, va provoquer la réaction H3O+, il y en a 10-3, ACO-, il y en a 0,1, et AH, il y en a 0,1. La réaction étant totale, il va rester des traces de H3O+. En revanche, j'aurai 0,1 moins 10 moins 3 pour ACO-, ce qui revient à dire 0,099. Et pour AH, j'aurai 0,1 plus 0,001, ce qui revient à dire 0,101. Et donc, le pH de cette solution, ce sera pKa moins log de 0,101 sur 0,99 égale 4,69. En réalité, si on rentre vraiment de façon très pointue dans le détail, je vais vous dire que le pH varie de 0,0087 unités de pH en diminution puisqu'on a rajouté de l'acide. Donc, à partir de là, j'aurais pu aussi tester, mettons, 0,05 et 0,15, 0,05 pour ACO-, 0,15 pour AH. J'aurais vu une variation, un delta pH plus grand, sous l'effet de 10-3 mol par litre d'acide ajouté. Et donc, je vais en conclure deux choses. La première, c'est que l'effet tampon sera d'autant meilleur que la solution est plus concentrée en AH et en A-, et qu'on est plus proche de l'égalité entre AH et A-, ce que je vous ai noté sous la forme le rapport AH sur A- est le plus voisin de 1 possible. Enfin, dernière partie, les indicateurs colorés. Très souvent, quand on fait un dosage en chimie, un dosage acido-basique en particulier, on attend le changement de couleur. On dit la solution, le pH de la solution a viré parce que l'indicateur coloré a changé de couleur. Alors un indicateur coloré, c'est un acide faible qui possède une couleur caractéristique pour IH et une autre pour I-. Sa constante d'acidité va être notée Ki, et Ki égale I-H3O+ sur IH, comme pour tous les acides. Donc cela revient à dire que H3O+ égale Ki que multiplie IH sur I-, ou encore que pH égale pKi moins log de IH sur I-. Eh bien, ce que l'on admettra, c'est que la solution aura la couleur de IH si le rapport IH sur I- est supérieur ou égal à 10, c'est-à-dire s'il y a au moins 10 fois plus de IH que de I-. Et donc, cela revient à dire que si cela sera vrai si pH inférieur ou égal à pKi-1, puisque si je remplace IH sur I- par 10, eh bien j'ai 1 comme ceci. A l'inverse, ce sera I- qui imposera sa couleur si le rapport IH sur I- est inférieur à 1 dixième, c'est-à-dire qu'il y a au moins 10 fois plus de I- que de IH. Et donc, cela revient à dire qu'on aura la couleur de I- si le pH est supérieur ou égal à pKi plus 1. Entre les deux, c'est-à-dire si pH est compris entre pKi-1 et pKi plus 1, on est dans la zone de virage de l'indicateur coloré.
Bien entendu, lors d'un dosage, l'indicateur coloré devra être choisi de telle sorte que sa zone de virage soit dans la partie verticale de la courbe de dosage. Si on est dans une partie trop aplatie, trop arrondie, eh bien on va avoir une zone de virage qui sera pas très finement déterminée.